C'était il y a 55 ans, en juin 1967, le début de la guerre des 6 jours, le lundi 5 juin 1967, plus précisément à 7h45 précise, Israël lance une offensive contre l'Égypte suite à des mouvements de troupes du côté égyptien et la fermeture du détroit de Tiran aux navires israéliens quelques jours plus tôt perçu comme un acte de guerre par l'État juif. Rapidement, Israël prend le dessus sur l'adversaire égyptien et ses alliés, Jordanie, Syrie, Irak et aussi Liban dans une moindre mesure, grâce notamment à de la ruse qui va se révéler très efficace et alors même que l'armée israélienne est moins équipée en hommes et en armes que celle de ses adversaires. Les gains territoriaux obtenus par Israël à l'issue de cette guerre des 6 jours sont très importants, même si 55 ans après, certains ne veulent toujours pas le reconnaître. Eva Soto va donc revenir dans le détail avec vous sur cette guerre des 6 jours. Et pour comprendre cette guerre, il faut revenir quelques jours en arrière. Le 16 mai 1967, l'Égypte procède à d'importants mouvements de troupes dans le désert du Sinaï, une zone démilitarisée qu'il veut réoccuper et exige le départ des forces de maintien de l'ordre de l'ONU qui s'y trouvent depuis 10 ans et la fin de la crise du canal de Suez. Le président Nasser, au pouvoir depuis 1956, concentre des troupes et des chars d'assaut le long de la frontière avec Israël. L'Égypte impose aussi le blocus du détroit de Tiran qui donne accès à la mer Rouge aux navires israéliens et du coup ils ne peuvent pas atteindre le port d'Eilat. Israël considère que le blocus constitue un acte de guerre en violation du droit international alors que l'Égypte signe avec la Jordanie un traité de défense mutuelle qui s'ajoute à l'alliance militaire déjà en place avec la Syrie. Israël tente d'empêcher le blocage du détroit par des voies diplomatiques. C'est ce que souhaite le Premier ministre Lévi Eshkol. Mais ni les États-Unis, ni le Royaume-Uni, ni la France ne décident de s'engager en faveur d'Israël. Et du coup, ça paraît clair, Israël se prépare à une intervention militaire. Le chef d'état-major israélien, le général Yitzhak Rabin, explique qu'il faut attaquer sans attendre. Le 1er juin, l'ancien chef d'état-major de Tsahal, l'expérimenté Moshe Dayan, 52 ans, qui a combattu dans les forces britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale où il a perdu son œil gauche, est nommé ministre de la Défense. Et c'est un tournant dans une guerre qui semble de plus en plus inévitable. C'est ce qu'avait raconté d'ailleurs en septembre dernier sur notre antenne l'écrivain Georges Ayache à l'occasion de la parution d'une biographie justement sur Moshe Dayan aux éditions Perrin. Il faut savoir qu'avant le déclenchement même de cette guerre, il y a eu une crise politico-militaire d'une intensité remarquable en Israël et que tout était bloqué avec un Premier ministre qui était assez timoré et qui n'osait pas prendre les responsabilités qu'aurait prises probablement Ben Gourion, et avec un chef d'état-major qui était aussi renfermé. Rabin, c'était pas un modèle d'extraversion, donc il restait dans son... Et finalement, tout ça, c'était en train de prendre une mauvaise tournure lorsque l'idée a été émise de faire appel à Dayan. Et Dayan, tout le monde savait qui il était. C'est l'anticonformiste, c'est le je m'en foutiste, c'est le type qui est débraillé, c'est le type qui est près de ses soldats. Il avait toutes les qualités. Et c'est lui qui a refait l'unité par sa seule nomination. Ça s'est fait sur un claquement de doigts quasiment. Avant, tout était noir. Dayan arrive, tout redevient blanc et optimiste. L'écrivain Georges Ayache en septembre sur Radio J à 7h45. Donc le lundi 5 juin 1967, la force aérienne israélienne, volant à très basse altitude pour éviter les radars, lance une attaque massive qui détruit la majorité de l'armée de l'air égyptienne qui se trouve à ce moment-là au sol après la première patrouille de la matinée. Les forces jordaniennes entrent dans le conflit et bombardent l'ouest de Jérusalem, croyant que les Israéliens plieraient face à la puissance du grand voisin égyptien. Mais c'est tout le contraire. À midi déjà, les forces aériennes égyptiennes, jordaniennes et syriennes ont perdu 450 avions et 18 aérodromes situés en Égypte. En une matinée, Israël a donc pris un avantage précieux pour la suite des opérations. Les 70 000 hommes et 700 blindés de l'armée de l'air israélienne attaquent les forces égyptiennes stationnées dans le Sinaï, privées de soutien aérien. Celles-ci ne sont pas capables de faire face. Parmi les hommes qui s'illustrent d'ailleurs dans les rangs israéliens, Ariel Sharon, 39 ans, qui commande alors une des divisions qui participe à cette conquête du Sinaï. Le soir de la première journée de combat, la moitié de l'aviation égyptienne est détruite, mais la radio égyptienne diffuse des annonces de victoire et insiste sur le fait que les avions israéliens ont été abattus.
Même Nasser est convaincu que son pays est vainqueur. Lorsqu'il apprendra que ce n'est pas le cas, il sera furieux et plongera dans un profond désarroi. Israël brouille les communications et fait croire au roi Hussein de Jordanie, allié de l'Égypte, que l'armée égyptienne est en train de gagner. Bref, c'est la confusion la plus totale. Dans le même temps, le 6 juin 67, un bombardier irakien, un Tupolev, bombarde Netanya, confondu avec Tel Aviv. L'appareil est abattu par Israël après avoir effectué son bombardement. Voyant la situation dans le Sinaï tournée à l'avantage d'Israël, Moshe Dayan décide de déployer des troupes à Jérusalem. L'aviation israélienne détruit celle de la Jordanie avec une facilité pour le moins déconcertante. Les parachutistes israéliens encerclent puis prennent le contrôle de tout Jérusalem et de toute la rive occidentale du Jourdain le 7 juin. Le cessez-le-feu israélo-égyptien prend effet le jour même, au soir. Le lendemain, l'Égypte accepte le cessez-le-feu. 15 000 Égyptiens sont tués ou blessés, 5 000 sont faits prisonniers ainsi que 500 officiers. 80% de la puissance militaire égyptienne est mise hors de combat. Les pertes israéliennes sont de 300 tués et 1000 blessés environ. Mais les combats se poursuivent avec la Syrie. Moshe Dayan décide le 9 juin de lancer l'armée israélienne à la conquête du plateau du Golan. Soutien de la Syrie, l'URSS menace les États-Unis d'intervenir militairement. Finalement, Moscou et Washington optent pour la désescalade et les deux puissances imposent un cessez-le-feu à la Syrie et à Israël. Durant les combats, les Syriens perdent 2500 hommes, 5000 blessés et 591 prisonniers. Les Israéliens comptent 127 tués et 600 blessés. Effectivement, la guerre des 6 jours qui prend donc fin le samedi 10 juin 1967 à 18h précises. Israël contrôle le Sinaï, la bande de Gaza qui appartenait à l'Égypte, le plateau du Golan détenu par la Syrie et la Judée-Samarie, ainsi que l'est de Jérusalem qui jusque-là était jordanien. Jérusalem est ainsi réunifiée alors que la ville était coupée en deux. Depuis la guerre de 48 et la proclamation de l'État d'Israël, le chef d'état-major de Tsahal, Yitzhak Rabin, visitera la ville quelques jours plus tard. En tout, 779 morts sont recensés côté israélien, ainsi que 2593 blessés et 15 prisonniers. Côté arabe, les pertes sont très lourdes. 21 500 tués sont dénombrés, ainsi que 45 000 blessés et plus de 6 000 capturés. Et vous parliez effectivement de Jérusalem et cette visite à l'époque d'Yitzhak Rabin et la ville qui était vraiment très détruite au moment effectivement de l'arrivée des Israéliens dans cette ville en 1967. À l'issue de la guerre des 6 jours, quelques mois plus tard, toujours au cours de l'année 67, le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte la résolution 242 qui exige, je cite, l'instauration d'une paix juste et durable au Proche-Orient, bien que la suite des événements montrera bien sûr que cela n'a jamais été, hélas, mis en place. Merci Eva pour ce dossier sur la guerre des 6 jours. C'était donc il y a 55 ans, un épisode historique, on peut le dire, majeur de l'histoire d'Israël. Et bien sûr, vous pouvez retrouver cela sur le site de Radio J, radioj.fr, également en podcast, en vidéo et également sur nos réseaux sociaux.